Merci beaucoup d'être présent ce soir. L'objectif est d'avoir une table ronde jusqu'à 20 h précise. Et puis ensuite, on vous accueillera pour un cocktail. Je vais démarrer avec vous, Hugo Soupineau. Quel est l'état des lieux du marché de la connaissance que vous avez pu regarder, vous? Le retail, il change tout le temps. Il change tout le temps. La question, c'est de comprendre à quelle vitesse il change et s'il y a une accélération. Il y a des changements de comportement qui se traduisent ou qui sont interprétés par la distribution, qui met en place des systèmes de vente qui sont adaptés à ces changements de clientèle. L'omnicanalité est un exemple. Il y a des changements technologiques. Les imprimantes 3D sont un exemple de ce qui va se passer dans le futur. Dans le futur, vous allez imprimer chez vous des objets qu'aujourd'hui vous allez acheter. Cela va probablement révolutionner de manière très significative une partie du retail. Les centres commerciaux sont devenus des lieux de vie dans lesquels on amène la famille, les enfants, etc. Ce n'est plus des endroits où on va simplement faire du shopping. C'est des endroits dans lesquels on crée du désir, on fait du trading up permanent. Donc le commerce doit s'adapter en permanence aux évolutions. Donc il y a des trends très profonds. Merci pour cette introduction. Isabelle Parise, Nocibé, quand on a échangé ensemble, je vous ai demandé quels étaient les gros enjeux Nocibé par rapport à tout ce qui arrivait. Il m'avait dit, il y a quand même le premier enjeu, c'est des gens dans les magasins. Effectivement, la parfumerie sélective, c'est un métier dans lequel seulement un tiers des consommateurs osent entrer. Donc, autrement dit, 2 tiers des femmes n'entrent jamais en parfumerie pour différentes raisons, dont la principale est l'impression de cherté et le fait qu'on rentre dans un univers de luxe, puisque c'est le premier endroit où vous allez pouvoir accéder à des produits dits de luxe, puisque ce sont des Chanel, des Guerlain, des Hermès. Donc c'est un endroit particulier. Donc mon enjeu à moi, il est déjà de les faire rentrer. Donc, et c'est pas que mon enjeu à moi, c'est l'enjeu de la profession. Alors moi, le web, ça me fait presque mourir de rire, puisque aujourd'hui, la pénétration du web aux grandes dames des financiers qui nous ont analysés sur toutes les coutures fait a priori 2,5% du chiffre d'affaires global de la parfumerie. En France. En France. Oui, alors en France, ce qui est assez faux d'ailleurs dans d'autres pays, mais on a un métier particulier. Là, on est un peu dans la spécificité française. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, mesdames, puisque vous êtes assez peu dans la salle, mais quand même, je défie quiconque de sentir le nouveau petite robe noire sur Internet. Je défie quiconque de tester votre nouvelle couleur pour votre fard à paupières sur Internet. Et je défie également quiconque de sentir la texture de votre nouvelle crème Chanel. Donc nous, tout notre enjeu, c'est de vous faire rentrer et au contraire de passer la barrière, de venir nous voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité de nos efforts, que ce soit Sephora qui est le leader ou de moi-même Nocibé, c'est d'amener des jeunes femmes. Et quand je dis des jeunes femmes, ce ne sont pas des jeunes filles, ce sont des jeunes femmes à rentrer chez nous. Et souvent, en fait, c'est par les marques propres, entre autres, qui vous permettent d'avoir un point d'entrée plus bas. Et ensuite, nos conseillères de beauté vont vous emmener tranquillement là où il faut. Et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Jean-Michel Grimbert, donc Lutendo, La Grande Récré, qui est une des marques phares de votre groupe. Sur les enjeux que vous aviez, vous, il y a quand même le changement de modèle, l'évolution de modèle. On tire un petit peu trop sur le modèle, non? Non, disons qu'il faut voir que le jouet, c'est évidemment un produit pour enfants, donc tout le monde considère que c'est un produit simple, mais c'est un des produits les plus complexes qui existent en matière de commerce, mais aussi en matière de fabrication et de conception. Au-delà du changement de modèle pour le retail, s'il doit y en avoir un, mais comme on disait, effectivement, ça change tout le temps, on va vers un changement de société. Il va falloir que beaucoup de choses s'adaptent pour que ça corresponde aux nouveaux citoyens, si on arrive à définir ce que ça peut être demain. Ce qui se passe, je pense, c'est qu'on a effectivement surexploité un modèle. Je ne parle pas des gens du jouet, je parle en général. La grande distribution a révolutionné les choses avec la profusion sous le même toit dans les années 60. Ça a fait disparaître un certain nombre de commerçants. Ça a permis à d'autres qui finalement ont intégré des données de la grande distribution, des éléments de métier, de se développer. Et c'est pour ça que certains commerçants qui avaient un magasin dans les années 60-70 en ont 200, 300 ou 1000 et plus aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 marchés qui sont en train ou 2 comportements clients. Il y a celui qui sait vraiment le produit qu'il cherche. Et à ce moment-là, il a une chance de le trouver sur Internet. Là, je parle du métier du jouet et des loisirs. Et puis, il y a celui qui ne sait pas, qui a un besoin. Et là, il a besoin d'une solution.
Et c'est là où, finalement, la différence entre le consommateur proactif, mais quand même sous influence, surinformé, et le client, celui qui veut être servi, parce que c'est ça la réalité du commerce servi, ce client-là, il attend encore d'être servi dans beaucoup de cas. Notre métier de commerçant, même si on est devenu des grands distributeurs aussi, c'est un métier qui consiste d'abord à faire des choix pour le client. Je vais demander à Nicolas Constant de chez Lazare de nous dire un petit peu ce qui se passe. Expliquez-nous un peu pourquoi on aurait des multiples très faibles, très forts, en tout cas un écart type important de multiples. Sur les multiples, effectivement, pour regarder la FNAC traite aujourd'hui à 2 ou 3 fois l'EBITDA, et vous avez des transactions sur Sandromage qu'on a tous en tête, qui est une belle transaction de référence dans le secteur, qui s'est fait à pratiquement 10 fois l'EBITDA. Alors, qu'est-ce qui explique cet écart type ? Pour moi, je dirais que la synthèse de l'explication, elle est sur la croissance. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la croissance ? Il faut avoir une capacité de pénétration sur son propre marché qui demeure. C'est important parce que le retail a cette particularité, c'est que tout le monde connaît le retail, que les investisseurs en private equity qu'on a là ont tous des conjoints ou des conjointes qui connaissent le retail. Et donc, on a tous un avis assez aiguisé de clients sur la force d'un concept. Et le deuxième point, c'est la stratégie Internet. Est-ce que finalement on souhaite vendre sur Internet ? Est-ce qu'on ne souhaite pas vendre sur Internet ? Parce que, encore une fois, Isabelle le disait, elle cherche, est-ce que les clients viennent dans ces magasins ? Mais en tout cas, il faut avoir une stratégie. Voilà. Et le dernier point, c'est l'international, qui est un point très important pour le retail, qui est vu comme étant une activité très locale. Une activité, encore une fois, qui souvent s'est développée dans un pays bien particulier. Et les pratiques commerciales ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et donc la capacité justement à démontrer encore une fois qu'on peut aller chercher de la croissance à l'international, que comme on dit le retail peut passer les frontières, est un point très important. Quand on a ces 3 fers au vert, à ce moment-là on arrive à attirer des investisseurs, on arrive à faire des transactions et on arrive, après il faut que le banquier soit pas mauvais, mais on arrive ensuite à faire des multiples qui correspondent aux attentes des vendeurs. C'est simple en fait. C'est simple. Oui, on va voir concrètement d'un point de vue opérationnel si c'est aussi simple. Pour terminer le tour de table, Stéphane, je veux faire une acquisition. Qu'est-ce qu'on regarde quand on veut faire une acquisition ? En fait, comme on l'a bien compris depuis le départ, le business model dans le retail est en train d'évoluer sensiblement. Et nous, notre approche, c'est beaucoup plus opérationnel. On va décortiquer les chaînes de valeur pour toutes les raisons que viennent d'évoquer Jean-Michel, Isabelle et Nicolas. C'est-à-dire que le business model a sensiblement évolué depuis 5 ou 6 ans. Et quand on regardait un sujet comme Maisons du Monde il y a 5 ans, on ne le regarde pas de la même façon aujourd'hui. Le message clé, c'est comprendre les chaînes de valeur, comprendre le business model et adapter les procédures de due deal en fonction de l'évolution de chaque cas spécifique. Et un cas particulier il y a 5 ans est différent d'un cas aujourd'hui. Alors tout à l'heure, j'entendais parler de la grande distribution qui avait cassé quelques modèles, j'entendais parler de nouveaux entrants. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché de la parfumerie, mais j'ai la même question pour Jean-Michel Grimbert, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est allé chercher des enseignes, des marques, on a grossi, on est allé chercher la taille. Quel avantage à la taille ? Et puis là, vous êtes encore plus gros, si je puis me permettre, avec l'opération qui est en cours. D'abord, effectivement, le changement majeur sur la parfumerie dans les dernières années, c'est qu'il y a une concentration très très forte qui est en train de se faire sur les acteurs. Donc les indépendants sont en train de disparaître. Aujourd'hui, on a moins de 15% d'indépendants et de 2 chaînes qui sont très très faibles sur le marché. Le reste, c'est Sephora, donc LVMH, qui fait une 30aine de points, Marionneau, le chinois, Nocibé qui fait 18 points, et puis Douglas dont on parle à l'instant qui fait 7, donc ce qui fait qu'on va faire en additionnant ces 2-là le numéro 2 assez vite. Pourquoi la taille est importante ? C'est qu'aujourd'hui, avec 655 magasins, dès qu'on aura fusionné ces 2 entités, qu'on aura eu les accords des CE, de la concurrence, etc., 655 magasins, néanmoins, il nous reste encore à peu près, probablement aux alentours de plus de 200 magasins à ouvrir. Et ça fait que le numéro 1 européen, Douglas, avec Nocibé, joue à jeu égal avec Sephora. Et ce qui est important, puisqu'en face, nos fournisseurs, c'est qui ? C'est LVMH, c'est L'Oréal, ce sont des très très grands Procter, ce sont des très très grands groupes. Donc on a besoin de mettre de la puissance en face, de négociation, puisque notre enjeu aussi, nous, ça va être la négociation avec ces marques ô combien intéressantes. Jean-Michel Grimbert, la taille, la négociation dont on parlait tout à l'heure. Alors il y a les marques, les industriels, avec qui on comprend bien la taille fait qu'on peut négocier, on peut mieux négocier.
Est-ce qu'on négocie par pays? Est-ce qu'on négocie au niveau européen, au niveau mondial? Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous arbitrez? Comment vous travaillez tout ça avec votre force de négociateur? Dans le commerce, on ne gagne bien qu'à l'achat. Parce qu'on ne sait jamais à quel prix on va vendre, puisque même si on a des politiques de protection des marges, avec l'idée qu'on vend pas seulement un produit avec un prix, mais un produit avec un service. Et je dirais même que dans le jouet, mais c'est vrai aussi dans les produits de beauté, avec de l'émotion ajoutée, tout ça, ça a un rapport intérêt-prix. Mais il n'empêche que si on achète sans la compétence achat, c'est-à-dire la capacité à sourcer le produit au meilleur endroit, au meilleur prix, le fait qu'il soit disponible au bon moment, bien évidemment, on ne peut pas faire correctement son métier. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous avez des magasins, vous pouvez pouvoir y aller, aux Galeries Lafayette, chez Nocibé et à la Grande Récré. Merci infiniment. Et on se retrouve pour un cocktail.